0. L'école vous a donné la version Disney de l'histoire. Propre, noble et totalement fausse. La réalité? Un défilé de gaffes, d'escroqueries et d'égos de la taille de petites planètes. Dans cette vidéo, nous traînons 33 noms célèbres dans la boue où ils se cachent pour depuis des siècles. Des gangsters qui ont inventé leur crédibilité de rue aux grands penseurs, qui n'étaient au fond que des humoristes avec de plus beaux habits, c'est l'histoire qu'ils ne veulent vraiment pas que vous connaissiez. 1. L'histoire peint Socrate comme un sage noble et réfléchi. C'est un mensonge. Socrate était un fléau public, un troll de classe mondiale qui opérait sans clavier. Considérez-le comme l'incarnation vivante d'un commentateur internet acharné qui répond « Eh bien, en fait, à tout ». Sa célèbre « méthode socratique » n'était pas un voyage paisible vers la connaissance. C'était une embuscade verbale. Il coinçait un général imbu de lui-même en public et, par une série de questions pièges, faisait passer le gars pour un tel idiot que sa propre mère en aurait honte. Ainsi, quand Athènes a finalement voté son exécution, ce n'était pas pour avoir corrompu la jeunesse. C'était parce que chaque personne puissante de la ville en avait assez d'être humiliée publiquement par un gars pieds nus dans un drap. C'était moins un martyr tragique qu'un équivalent grec ancien d'une ville votant enfin pour bannir l'homme le plus agaçant de leurs discussions de groupe, de façon permanente. 2. L'histoire selon laquelle un homme nommé Thomas Crapper a inventé les toilettes est le genre de blague parfaite que l'histoire offre rarement. Et ce n'est pas le cas. Il avait autant à voir avec l'invention des toilettes à chasse d'eau qu'un gars qui met des jantes de luxe sur une voiture, avec l'invention du moteur à combustion interne. L'invention réelle était plus vieille de plusieurs siècles, créée par un homme nommé Sir John Harrington, qui était tellement en avance sur son temps que les gens le prenaient probablement pour un sorcier. Crapper n'était qu'un spécialiste du marketing brillant et sans vergogne, un influenceur du 19e siècle qui comprenait le pouvoir de l'image de marque. Il a inscrit son nom, Crapper, en grosses lettres grasses sur chaque cuvette qu'il vendait. C'était le coup de marketing ultime, si efficace que les soldats américains ont plus tard ramené le terme chez eux comme un souvenir. Il n'a pas inventé la technologie, mais il a perfectionné l'art de rendre son nom synonyme de faire sa commission. 3. Al Capone, Scarface. Le nom lui-même semble avoir été mérité sous les tirs de mitraillettes contre une douzaine de gangsters rivaux. La vérité est tellement plus pathétique et par conséquent tellement plus drôle. Il a obtenu ses cicatrices légendaires après avoir fait un commentaire vulgaire sur une femme dans un bar. Son frère, un moins que rien, n'a pas apprécié la remarque sordide et a immédiatement offert à Capone un lifting improvisé avec un couteau. Laissez cela infuser. Le gangster le plus craint d'Amérique, un homme qui a bâti un empire sur l'intimidation, a obtenu son trait distinctif parce qu'il ne pouvait pas tenir sa langue et a été discipliné comme un adolescent turbulent. Ce n'est pas l'histoire des origines d'un méchant, c'est un message d'intérêt public sur le respect des femmes. Vous savez que ses rivaux, en privé, ne l'appelaient pas Scarface. Ils l'appelaient le gars qui s'est fait tabasser pour avoir été un sale type. 4. L'histoire officielle veut que le pseudonyme de Mark Twain soit un clin d'œil poétique à ses jours sur les bateaux à vapeur, un appel pour une haussure. C'est la version gentille et propre que vous racontez à votre grand-mère. La réalité est bien plus conforme à l'image d'un écrivain cynique et grand buveur. C'était une astuce pour sa note de bar. Dans les saloons chaotiques de l'Ouest, un homme de la soif de Twain avait besoin d'un système efficace. Quand il voulait que le barman aligne 2 verres de plus sur son compte, il criait simplement « Mark Twain », ce qui signifiait « Mark II ». Cela n'avait rien à voir avec le fleuve majestueux et tout à voir avec la réduction du temps entre 2 whiskies. Ce n'était pas un hommage à son passé, c'était un investissement dans son futur immédiat. C'est l'origine pragmatique parfaite pour un homme qui comprenait que la poésie est sympathique, mais qu'une boisson précommandée est meilleure. 5. Tout le monde reconnaît le Bouddha rieur, le joyeux et gros porte-bonheur de votre restaurant chinois local. Voici le hic. Ce n'est pas Bouddha, pas même son cousin. Le comparer au véritable Bouddha, Siddhartha Gautama, c'est comme comparer le Père Noël à un moine silencieux vivant sur une montagne. Siddhartha était un prince indien mince qui prêchait le jeûne et le renoncement à tous les plaisirs mondains. Le gars qui rit, Bouddhaï,
est un héros populaire chinois qui semble croire que le dessert a toujours sa place. C'est un cas classique de changement d'image massif. La culture populaire a regardé les deux options, le spiritualiste ascétique ou le gros joyeux qui semble avoir gagné au loto, et l'Amérique a crié collectivement « On prend le gros ». Il a simplement un bien meilleur publicitaire et une image plus facile à vendre. 6. La légende de Vincent van Gogh se coupant l'oreille est l'une des histoires les plus intenses de l'histoire de l'art. On imagine une amputation sanglante et totale. Mais comme d'habitude, l'histoire est une reine du drame qui adore exagérer. Il n'a pas tranché le tout. Les preuves médicales et les dessins de l'époque montrent qu'il n'a coupé qu'une partie de son lobe d'oreille. Certes, cela reste un acte absolument fou, mais c'est la différence entre dire aux gens que vous avez survécu à un crash d'avion et leur dire que vous avez eu quelques turbulences. Un homme se tranche un bout de lobe d'oreille dans un accès de tristesse, ne vend tout simplement pas autant de billets de musée. Ainsi, les créateurs de mythes ont accentué le gore, transformant un cri de détresse tragique en une scène de film d'horreur pour le plaisir d'une meilleure histoire. 7. Le baron de Munchausen est l'icône mondiale des menteurs scandaleux, un homme qui chevauchait des boulets de canon et visitait la Lune. La chute? C'était un vrai gars, et il a été la victime du premier et du plus brutal cas d'usurpation d'identité de l'histoire. Le véritable baron était un soldat allemand à la retraite qui aimait raconter des histoires de guerre légèrement exagérées, mais crédibles, lors de dîners. Pensez à votre oncle se vantant du poisson qu'il a pêché. Puis un écrivain médiocre a volé ses histoires, a ajouté une tonne de fanfiction complètement folle et a publié le tout anonymement. Soudain, le pauvre baron est devenu célèbre pour être un menteur pathologique. C'est comme si quelqu'un volait votre profil Tinder, ajoutait que vous êtes astronaute à temps partiel et tueur de dragons, et que cela devenait viral mondialement. Sa réputation a été détournée à des fins lucratives, et il est mort amer, célèbre à jamais pour des mensonges qu'il n'avait jamais proférés. 8. Thomas Jefferson écrivant « Tous les hommes sont créés égaux, tout en possédant des centaines d'êtres humains » est un niveau d'hypocrisie si stupéfiant que c'en est presque une forme d'art. C'est comme un végétalien qui posséderait une chaîne de restaurants de viande. Mais l'abîme du déni est encore plus profond. Il entretenait une relation à long terme avec Sally Hemings, une femme esclave qu'il possédait, et il a engendré ses enfants. Il s'asseyait littéralement dans son bureau, rédigeant ces mots magnifiques et inspirants sur la liberté humaine, tandis que sa propre chair et son propre sang vivaient comme sa propriété juste devant sa porte. Ce n'est pas seulement une contradiction politique, c'est un casse-tête psychologique aux proportions épiques. Il faut jouer une partie d'échec mental en 4D pour rédiger l'acte de naissance de la liberté d'une nation tout en niant simultanément cette liberté à ses propres enfants. C'est l'ultime paradoxe américain. 9. La légende de Robin des Bois le dépeint comme ce fringant héros socialiste volant aux riches pour donner aux pauvres tout en portant de fabuleux collants verts. La réalité historique, s'il a jamais existé, était probablement beaucoup moins glamour et bien plus violente. Les premières ballades ne décrivent pas un hors-la-loi noble luttant pour la justice sociale. Elles décrivent un franc tenancier brutal, fondamentalement un propriétaire terrien coriace de la classe moyenne, qui était juste très doué pour voler et tuer des gens. Quiconque avait de l'argent était une cible, pas seulement le shérif de Nottingham, méchant de caricature. Toute la partie « donnée aux pauvres » était probablement une opération de relations publiques ajoutée des siècles plus tard pour rendre le personnage plus sympathique. Pensez moins à un charmant combattant de la liberté qu'à un voyou médiéval pragmatique qui a réalisé que les riches ne sont que des coffres au trésor à déplacement lent. Les collants n'étaient probablement même pas si fabuleux. 10. On imagine Michel-Ange peignant le plafond de la chapelle Sixtine comme un acte divin de création, l'artiste perdu dans un état d'inspiration sainte. L'homme lui-même aurait dit que c'était n'importe quoi. Michel-Ange a détesté chaque seconde de ce travail. Il se considérait comme un sculpteur, pas un peintre, et il pensait que la peinture était une forme d'art inférieure pour les gens qui n'étaient pas assez forts pour frapper des objets avec un marteau. Il a passé 4 ans sur le dos, sur un échafaudage, de la peinture dégoulinant dans ses yeux, se plaignant sans arrêt de son dos endolori,
de son coup meurtri et de son patron terrible, le pape. Il a même écrit un poème misérable sur la façon dont tout ce processus le transformait en un gobelin bossu. Ce n'était pas un voyage spirituel. C'était un contrat de pigiste épuisant venu de l'enfer qu'il n'avait accepté que parce qu'il avait vraiment besoin d'argent. 11. Quand vous entendez que Galilée a été emprisonné par l'Inquisition, vous l'imaginez croupissant dans un donjon froid et sombre, des rats lui grignotant les orteils. C'est ce que le département des relations publiques de l'Église aimerait que vous oubliez. La prison de Galilée était en fait une série de résidences privées luxueuses. D'abord, il a été confiné dans la superbe villa d'un riche cardinal à Rome, puis il a été transféré dans un palais. Et enfin, il a été condamné à une résidence surveillée dans son propre domaine de campagne ridiculement confortable près de Florence. Il avait des serviteurs, du bon vin et une vue magnifique sur les collines toscanes. C'était moins une punition brutale que d'être puni par ses parents riches dans un manoir. Il a été réduit au silence, certes, mais soyons honnêtes, la plupart d'entre nous accepteraient volontiers ce genre d'emprisonnement, pour avoir dit que la Terre tourne autour du Soleil. 12. L'histoire a réduit Casanova à un poney à un seul tour. Un gars dont la seule compétence était de séduire les femmes. C'est comme se souvenir de Michael Jordan uniquement pour sa brève carrière au baseball. Le véritable Casanova était un polymathe de niveau génie, un homme de la Renaissance né trop tard. Oui, il a couché avec beaucoup de gens, mais pendant son temps libre, il était aussi espion, mathématicien, fondateur de loterie, philosophe et escroc. Il traduit l'Iliade d'Homère en italien pour le plaisir et écrit l'un des premiers romans de science-fiction. Il a également réussi l'une des évasions de prison les plus légendaires de l'histoire, s'échappant d'une prison vénitienne censée être inviolable. Réduire cet homme à un simple amant est une injustice historique. Il était un tourbillon ambulant d'intellect et de chaos, et sa vie amoureuse n'était qu'un de ses nombreux, très nombreux, passe-temps chaotiques. 13. Howard Carter, l'archéologue qui a découvert le tombeau de Toutankhamon, est salué comme un héros de l'exploration. L'histoire officielle est faite de patience, de dévouement et d'une découverte époustouflante et intacte. La vérité, un peu moins héroïque, est qu'il était presque certainement un pilleur de tombes avec un titre prestigieux. Il existe des preuves convaincantes que Carter et son mécène, Lord Carnarvon, ont trouvé une ouverture secrète plus petite vers la tombe et s'y sont faufilés des mois avant la découverte officielle. Ils se sont probablement servis de quelques petits artefacts de poche avant de sceller à nouveau l'entrée et de faire une grande mise en scène pour les caméras. C'est l'équivalent archéologique de trouver un gâteau d'anniversaire immaculé, d'en manger secrètement tout le glaçage à l'arrière, puis de faire semblant d'être surpris quand tout le monde arrive à la fête. Il ne se contentait pas de découvrir l'histoire. Il prenait probablement quelques souvenirs pour lui-même. 14. L'image de l'empereur Néron jouant du violon pendant que Rome brûlait est l'un des symboles les plus emblématiques de l'histoire d'un mauvais dirigeant. C'est une histoire fantastique, mais c'est une pure fiction, concoctée par ses ennemis politiques. Tout d'abord, le violon n'avait pas encore été inventé, donc à moins qu'il n'ait joué sur un instrument futuriste voyageant dans le temps, cette partie est exclue. Deuxièmement, les archives historiques montrent que Néron n'était même pas à Rome lorsque l'incendie a commencé. Il était dans sa villa, à 55 km de là. Quand il a appris la nouvelle, il s'est précipité vers la ville et a immédiatement organisé des efforts de secours, utilisant son propre argent pour fournir de la nourriture et un abri aux sans-abri. Il était un tyran profondément narcissique et brutal, à bien d'autres égards, certes, mais la seule chose dont tout le monde se souvient est une fabrication complète destinée à le faire paraître mauvais. 15. Ferdinand Magellan est célèbre pour avoir été la première personne à faire le tour du monde. C'est un exploit monumental qui porte son nom partout, avec un petit détail gênant. Il ne l'a pas fait, pas même de près. Magellan a été tué dans une escarmouche tribale inutile aux Philippines, à peu près à la moitié du voyage. Il s'est retrouvé mêlé à un conflit local qui ne le regardait pas et a fini avec une lance dans le visage. Le gars qui a réellement achevé la première circumnavigation était un marin basque beaucoup moins célèbre nommé Juan Sebastián Elcano, qui a pris le commandement du seul navire restant et a réussi à regagner l'Espagne en boitant.
Magellan a eu toute la gloire pour avoir commencé le voyage et être mort de façon dramatique, tandis qu'Elcano a fait tout le travail difficile pour le terminer réellement et n'a obtenu qu'une note de bas de page historique. C'est la tragédie ultime du projet de groupe. 16. Coco Chanel est vénérée comme une icône de la mode, un symbole d'élégance et d'émancipation féminine qui a libéré les femmes des corsets. Elle était aussi, et c'est un détail assez important qui est souvent occulté, une véritable espionne nazie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle menait une vie de luxe à l'hôtel Ritz de Paris avec son amant, un officier de la Gestapo de haut rang. Elle était officiellement enregistrée sous le nom d'agent F724, nom de code Westminster, et travaillait pour les services de renseignement militaire allemands. Ses missions incluaient la tentative de négocier un accord de paix secret avec les Britanniques au nom de la SS. Ainsi, pendant qu'elle dessinait des petites robes noires chic, elle collaborait activement avec un régime responsable d'un génocide. C'est un aspect de l'histoire de Chanel Nr. 5 qu'ils ont tendance à omettre dans les publicités pour parfums, pour une raison quelconque. 17. Richard Wagner a écrit des opéras si épiques qu'ils font passer Le Seigneur des Anneaux pour un spectacle scolaire. On pourrait penser que l'homme qui a composé ces œuvres était un demi-dieu. En réalité, il était l'équivalent au XIXe siècle de ce colocataire qui est entre deux emplois pendant 10 ans et pense que le loyer est une suggestion. Il était un puits sans fond de besoin, un trou noir financier ambulant qui a passé toute sa vie à fuir les gens à qui il devait de l'argent. Il écrivait ses arias déchirants sur l'honneur et le sacrifice, et puis, l'instant d'après, rédigeait une lettre suppliant un riche mécène de lui donner de l'argent parce qu'il avait désespérément besoin de nouveaux rideaux en soie. C'est comme un prédicateur de feu et de soufre qui dépense ses dons dans des jet skis. Pour couronner le tout, c'était un antisémite acharné. Donc pas seulement fauché et agaçant, mais aussi véritablement haineux. Un véritable naufrage humain qui se trouvait être un génie musical. 18. Le mensonge selon lequel Albert Einstein a échoué en maths est le saint patron des excuses pour chaque gamin qui ne peut pas passer l'algèbre de base. C'est un mythe magnifique et inspirant qui est à 100% de la pure foutaise. Einstein n'a pas échoué en maths. Il dévorait les maths au petit déjeuner. Il maîtrisait le calcul infinitésimal au moment où la plupart des enfants cherchent encore comment parler aux filles. Tout le mythe a commencé à cause d'un cafouillage bureaucratique où son école a changé son système de notation, faisant ressembler son ancien bulletin à une liste d'échecs. C'est comme obtenir un score parfait dans un jeu vidéo. Mais ensuite, la société met à jour le logiciel et soudain votre score ressemble à 0. Alors, à tous les étudiants, désolé, mais vous devez trouver une nouvelle excuse. Einstein n'était pas mauvais en maths, ce sont les maths qui avaient du mal à suivre Einstein. 19. Ce célèbre dessin d'un vieil homme sage avec une barbe qui pourrait abriter une famille d'oiseaux, tout le monde dit que c'est l'autoportrait de Léonard de Vinci. On le voit sur des affiches, des tasses, partout. La vérité est que c'est probablement juste un gribouillage aléatoire d'un vieux type qu'il a vu dans la rue. C'est comme trouver un croquis d'un clown triste, générique, dans le carnet d'un artiste moderne et déclarer qu'il s'agit d'un autoportrait profondément personnel. Léonard était connu pour être un bel homme toute sa vie, quelqu'un d'élégant, qui prenait soin de lui. Ce n'était pas un sorcier hagard qui semblait sortir d'un combat avec un ours. Mais au XIXe siècle, les gens voulaient un visage pour le mythe du génie torturé. Et ce dessin faisait l'affaire. Nous avons essentiellement choisi son avatar pour lui, et nous avons choisi celui qui ressemblait le plus à Gandalf. 20. George Washington avait des dents en bois. Cela sonne si pittoresque et rustique, comme s'il les avait sculptées lui-même dans une cabane en rondin. La réalité est un spectacle d'horreur qui ferait tressaillir Hannibal Lecter. Ces dentiers n'étaient pas en bois. C'étaient des monstres de Frankenstein, hideux, faits d'ivoire d'hippopotame, de fil d'or et de plomb. Et pour les dents, il utilisait de vraies dents humaines, qu'il achetait à ses propres esclaves. Laissez cela infuser un instant. Le père de sa patrie se promenait avec une bouche pleine de dents arrachées de la tête des gens qu'il possédait. L'histoire des « dents en bois » est un mensonge doux que nous nous racontons pour éviter le fait profondément macabre que le sourire de notre premier président était alimenté par la souffrance humaine. C'est moins un héros populaire
qu'un méchant de James Bond. 21. Karl Marx, le gars qui a écrit la Bible du communisme, a passé sa vie à pester contre les méfaits des riches. Il était le champion ultime de la classe ouvrière. Il était aussi totalement fauché et au chômage pendant la majeure partie de sa vie. Alors qui payait pour sa nourriture, son loyer, son existence? Un riche. Son meilleur ami, Friedrich Engels, était un propriétaire d'usine capitaliste pur jus qui servait essentiellement de distributeur automatique personnel à Marx. Pendant que Karl était à la bibliothèque en train d'écrire « À bas la bourgeoisie », Engels était à l'usine en train de faire des profits et d'envoyer de l'argent à son pote. C'est l'ironie la plus flagrante de l'histoire politique. L'architecte de la révolution contre le capitalisme était personnellement financé par un capitaliste. C'est comme apprendre que le chef de l'association contre l'alcool au volant est parrainé par Jack Daniels. 22. Paul Gauguin nous est vendu comme un héros romantique qui a quitté son ennuyeux travail d'agent de change pour vivre une vie authentique d'artiste à Tahiti. C'est la façon dont l'histoire dit qu'un vieux type glauque s'est enfui sur une île tropicale pour courir après des adolescentes. Il n'est pas allé là-bas pour une quête spirituelle pure. Il y est allé parce que la vie ne coûtait pas cher et qu'il pouvait légalement prendre des épouses qui étaient à peine adolescentes. Il a épousé une jeune fille de 13 ans, lui a transmis la syphilis, puis a agi comme s'il était un génie incompris communiant avec la nature. Il n'abandonnait pas la civilisation. Il abandonnait les pensions alimentaires et la décence humaine la plus élémentaire. Il était moins un artiste courageux qu'un père indigne en vacances permanentes et éthiquement douteuse. 23. Le théorème de Pythagore. Votre professeur de maths vous a probablement dit qu'il avait été inventé par un brillant grec en toge nommé Pythagore. C'est un mensonge. Pythagore ne l'a pas plus inventé que Christophe Colomb n'a inventé l'Amérique. Les Babyloniens utilisaient exactement la même formule plus de 1000 ans avant que Pythagore ne soit même un projet dans l'œil de son père. Il n'avait tout simplement pas d'équipe de relations publiques ou de nom cool et accrocheur pour cela. Pythagore et sa secte mathématique ont essentiellement trouvé ce brillant théorème, y ont collé une nouvelle étiquette et l'ont revendiqué comme le leur. C'est l'équivalent dans le monde antique de voler un mème viral, d'y mettre son propre filigrane et d'en tirer tout le mérite. Ce n'est pas un inventeur de génie, c'est l'agrégateur de contenu original. 24. Le film Amadeus a convaincu le monde que Mozart était un idiot ricanant et hyperactif qui se trouvait être un génie musical. Il a été essentiellement dépeint comme une blague de pète divine dans une perruque poudrée. S'il est vrai qu'il avait un sens de l'humour enfantin, c'est un homme qui a écrit une chanson intitulée « Leck mich im Arsch », ce qui signifie exactement ce que vous pensez. Il était loin d'être un imbécile. Le vrai Mozart était un professionnel pur et dur, un réseauteur acharné et un homme d'affaires avisé qui se démenait constamment pour son prochain contrat. Il n'était pas un simple réceptacle pour la musique de Dieu. Il était un musicien travailleur, essayant de payer ses factures dans une industrie brutale. L'image de l'imbécile ricanant est amusante, mais c'est une caricature qui ignore l'opérateur astucieux sous le rire idiot. 25. La légende urbaine selon laquelle Walt Disney s'est fait congeler la tête par cryogénie est l'un des mythes les plus persistants et ridicules de tous les temps. Nous aimons tous l'image de sa tête gelée reposant dans une chambre forte sous le château de Cendrillon, attendant d'être réanimée. C'est une histoire fantastique, digne d'un de ses propres films. La vérité ennuyeuse? Il a été incinéré. Ses cendres ont été enterrées dans une concession familiale tout à fait normale dans un cimetière californien. Il n'y a aucune preuve, pas un seul fragment, qu'il ait jamais envisagé d'être transformé en esquimau humain. La rumeur a probablement été lancée par des journalistes désœuvrés à la recherche d'une histoire sensationnelle, et elle a perduré parce qu'elle est tellement plus cool que la vérité. Les gens voulaient que le créateur magique de Mickey Mouse ait une fin magique et de science-fiction, et non la même fin banale que tout le monde. 26. L'idée du trésor pirate, en particulier le légendaire coffre enterré de Barbe Noire, est la pierre angulaire de chaque histoire de pirate. Le X sur la carte, le creusage dans le sable, tout cela est une brillante fiction. Il n'y a absolument aucune preuve que Barbe Noire,
ou presque tout autre pirate célèbre, ait jamais enterré son trésor. Pourquoi le ferait-il? Ces gars n'étaient pas des planificateurs financiers à long terme. C'étaient trop des rockstars de la mer, vivant vite et mourant jeunes. Ils volaient par de l'argent et le dépensaient immédiatement en alcool, en jeux et en organisant des fêtes folles. L'enterrer dans le sol serait comme si une rockstar moderne gagnait à la loterie et décidait de tout placer dans une obligation d'épargne à faible rendement. C'est complètement hors de propos. Tout le mythe du trésor enterré a été inventé par des écrivains comme Robert Louis Stevenson pour rendre les histoires de pirates plus excitantes. 27. Jeanne d'Arc est restée dans les mémoires comme une sainte, une adolescente qui a entendu la voix de Dieu lui ordonnant de diriger l'armée française. C'est une histoire puissante de foi et d'intervention divine. Ou cela pourrait être une histoire de conditions médicales non diagnostiquées. Les historiens et médecins modernes ont suggéré que ces visions divines et ces voix pourraient avoir été les symptômes d'un certain nombre de maux, de l'épilepsie, du lobe temporal à la schizophrénie. Ces conditions peuvent-elles y provoquer de puissantes hallucinations auditives et visuelles. Cela ne la rend pas moins courageuse ou historiquement importante, mais cela recadre son histoire. Était-elle un réceptacle de Dieu ou une jeune femme remarquablement charismatique et déterminée dont le cerveau lui jouait des tours? L'histoire a choisi l'explication la plus miraculeuse parce qu'elle permet une bien meilleure intrigue de film. 28. L'histoire tragique de Marie Curie est qu'elle est morte d'un empoisonnement par radiation dû à ses expériences révolutionnaires sur le radium. C'est vrai, mais ce n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié fait d'elle une femme encore plus intrépide. Pendant la Première Guerre mondiale, elle ne s'est pas contentée de rester dans son laboratoire. Elle a mis au point des unités de radiologie mobile, essentiellement des camionnettes à rayons X, et les a conduites personnellement sur les lignes de front pour aider les chirurgiens à localiser les balles et les éclats d'obus chez les soldats blessés. Elle a formé d'autres femmes à les manipuler et s'est exposée à des doses de radiation massives et répétées avec peu ou pas de protection. Elle a sauvé d'innombrables vies, mais a absorbé assez de radiation pour rendre une centrale nucléaire nerveuse. Ainsi, ses travaux de laboratoire étaient dangereux, mais son travail de guerre héroïque et pratique l'a probablement tué tout aussi vite, sinon plus. 1.29. Samuel Morse est célébré comme le brillant inventeur du télégraphe et le créateur du code Morse. En réalité, il était plutôt le Steve Jobs du 19e siècle, un grand visionnaire et un maître de la promotion qui excellait à s'attribuer le mérite du travail des autres. Le véritable travail acharné de création du code, le système de points et de tirets lui-même, a été réalisé par son assistant Alfred Vail, bien plus doué techniquement mais moins célèbre. Vail a conçu le système élégant consistant à attribuer des codes plus courts aux lettres les plus courantes. Morse était l'homme d'affaires qui avait les relations, la vision et le culot de mettre son nom sur le produit final. C'est une histoire classique. Le génie silencieux fait le travail, et le patron bruyant obtient la statue. 30. Samuel Colt, l'homme dont le nom est synonyme de revolver et du Far West. La légende veut qu'il ait inventé l'arme qui a rendu tous les hommes égaux. La vérité est qu'il n'a pas inventé le revolver. Le mécanisme rotatif de base existait déjà. Le véritable génie de Colt n'était pas dans l'ingénierie. Il était dans le marketing et la fabrication. Il a été la première personne à comprendre comment produire des armes en masse à l'aide d'une chaîne de montage, les rendant abordables et accessibles à tous. Et c'était un dieu du marketing. Il a créé le mythe du tireur héroïque à la frontière, vendant essentiellement un style de vie en même temps que l'arme. Il n'a pas inventé l'arme, mais il a inventé l'idée de l'arme. Et c'est ce qui a fait de lui une légende et un homme très très riche. 31. Guy Fawkes est le visage célèbre de la conspiration des poudres, le gars qui a essayé de faire sauter le Parlement anglais. Il est la star du spectacle, avec sa propre fête et un masque cool qui est maintenant un symbole pour les activistes. Mais il n'était pas le chef. Il n'était même pas le second. Il était essentiellement la main-d'œuvre embauchée, le gars des bombes. Les véritables cerveaux étaient un groupe de riches nobles catholiques qui en avaient assez d'être persécutés.
Fox était juste l'expert en explosifs qu'ils avaient fait venir pour s'occuper du sale boulot. Il est devenu le visage du complot pour une raison simple. Il était l'idiot malchanceux qu'ils ont attrapé en flagrant délit dans la cave avec toute la poudre. Il a été le bouc émissaire et l'histoire lui a attribué tout le mérite d'un plan qu'il n'avait même pas concocté. 32. Le roi Arthur, Camelot, les chevaliers de la table ronde, Excalibur. C'est le mythe fondateur de la Grande-Bretagne. C'est une histoire de noblesse, de chevalerie et de magie. C'est aussi, presque certainement, une pure fiction. Il n'existe pas une seule preuve crédible et contemporaine prouvant que le roi Arthur a jamais existé. Il n'apparaît dans aucune chronique historique fiable de l'époque où il est censé avoir vécu. Il était très probablement une figure composite, une légende créée des siècles plus tard en mélangeant les récits de divers chefs de guerre celtes pour créer un héros national. Il est moins un roi historique que le genre de super-héros national, un Captain Britain pour les âges sombres. Croire au roi Arthur, c'est comme croire que Batman est une figure historique réelle qui a protégé un Gotham médiéval. 33. La mort de Rasputin est une légende d'endurance surhumaine. Il a été empoisonné, a reçu plusieurs balles, a été battu et a fini par être noyé. Il ressemble moins à un homme qu'à un Terminator. L'histoire a été massivement exagérée par ses assassins. Un groupe d'aristocrates qui voulaient en faire de leur assassinat désordonné une bataille épique contre une force démoniaque. Ils étaient là probablement juste très mauvais pour assassiner des gens. Il est probable que le poison ait été inefficace, que leur précision de tir ait été médiocre et qu'ils aient en paniqué. Alors ils ont créé une histoire où ils n'étaient pas des assassins incompétents. Ils étaient des tueurs de monstres héroïques qui ont dû tuer un homme 5 fois différentes. C'était un coup de relations publiques brillant pour camoufler ce qui était probablement un meurtre très brouillon et embarrassant. 901. Il s'avère que les plus grandes légendes de l'histoire n'étaient souvent que les meilleurs menteurs de l'histoire. Derrière chaque grande statue se cache quelqu'un qui espère que vous ne lirez jamais les petits caractères. Alors dites-moi, qui est le plus grand escroc de l'histoire qui mérite un démasquage public? Donnez votre verdict dans les commentaires et mettons les pieds dans le plat. Si cette démolition de vérité vous a fait sourire, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. D'autres réputations sont sur le point de s'effondrer.